Vous êtes enceinte? Félicitations. Vous avez probablement déjà testé nos offres nausées, ainsi que migraines, mais vous allez être très surprise par la nouvelle découverte que nos ingénieurs ont faite. Découvrez à présent le diabète gestationnel. En effet, grâce au diabète gestationnel, vous êtes à la fois anxieuse pour votre santé ainsi que la santé de votre fœtus. Double dose d'angoisse pour une seule maladie. Et pour toutes les nouvelles clientes, notre offre de lancement est valable les 6 premiers mois à moins 30%. N'hésitez pas à commander le diabète gestationnel au 8 12 12 les 6 premiers mois à moins 30%. La tête dans les données? Parce que la science, ça fait rêver. Dans cet épisode de La tête dans les données, nous avons eu le plaisir d'échanger avec Jardena Pouder, endocrinologue au CHUV et professeur à l'Université de Lausanne. Ses recherches portent sur la grossesse, le diabète et l'éducation thérapeutique, avec une approche particulièrement novatrice car elle intègre des outils numériques, des interventions et de la recherche fondamentale, en ajoutant une dimension sur la santé mentale et le mode de vie. Jardena est une scientifique passionnée, toujours portée par de nouvelles idées et de nouveaux projets, et vous allez voir que son enthousiasme est communicatif. Bonne écoute. Alors bonjour Jardena, bienvenue. On est très contente de t'avoir aujourd'hui avec nous. Merci pour l'invitation. Donc nous, on commence toujours notre émission avec une fake news, et ce sera à toi de la débunker ou non. Donc est-ce que c'est vrai qu'on devient toutes en surpoids après avoir été enceinte? Alors, c'est peut-être, évidemment, c'est provocateur de la manière que c'est pris. Une chose est sûre qu'on retient en général plus de poids avec chaque grossesse en moyenne. On appelle ça la rétention du poids. Et selon les différentes études, c'est par grossesse, selon les populations, entre 4 à 6 kilos en moyenne par grossesse. Et dans certaines populations de risque, c'est même parfois un peu plus. Alors aujourd'hui, on va parler du coup de poids, mais aussi surtout de grossesse. Donc un de tes sujets principaux, c'est le diabète gestationnel. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce que c'est? Dans une grossesse physiologique, c'est normal que vers le 2e et 3e trimestre, il y a plus que ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. C'est en fait l'insuline, son job, c'est prendre le sucre de la circulation et le mettre dans différents tissus, les muscles, la graisse, le foie. Et quand on est résistant à l'insuline, on est plus résistant à cette activité de l'insuline, c'est-à-dire ça marche moins facilement, c'est-à-dire l'insuline doit travailler plus fort si on veut avoir plus de quantité pour faire ce job. Maintenant, c'est physiologique en 2e, 3e trimestre, ça arrive, c'est-à-dire le glucose entre moins facilement dans ces organes et va plus facilement vers le bébé parce que c'est le moment de la croissance physiologique du bébé. C'est-à-dire, ce processus est normal. Maintenant, chez certaines dames, ou bien la résistance est plus augmentée, ou bien ils n'arrivent pas à surpasser cette résistance plus augmentée. C'est une sorte de test de stress. En général, c'est les deux, dans une combinaison un peu différente. Une fois, un prédomine, une fois l'autre. Mais quand ça arrive, c'est ça qui a le diabète gestationnel, qui classiquement, il se diagnostique autour de 24 à 28 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire à peu près au 6e mois, si on veut, comme ça. Et pour dire qu'une grossesse, c'est 40 semaines, juste pour rappeler. Chez les humains, hein, chez les éléphants, c'est plus. Mais, et voilà, quand ça arrive, alors la glycémie, elle est trop élevée. Et là, il y a trop, si on veut, trop de messages sucrés qui va chez l'enfant. Et l'enfant se développe pas idéalement. Et c'est pour ça qu'on le prend en charge. Et en fait, tu arrives à nous expliquer pourquoi? Est-ce qu'il y a ce mécanisme qui se met? Est-ce que c'est à cause des hormones? Est-ce que c'est à cause, Alors, le mécanisme physiologique, il y a plusieurs hormones qui jouent un rôle. Une, par exemple, c'est la progestérone ou les HPL aussi, le Human Placental Lactogen. Après, il y a aussi des cytokines qui sont en partie produits par la placenta, qui sont responsables de cette résistance à l'insuline augmentée physiologiquement. Maintenant, pourquoi chez certaines, c'est plus qu'ils ont un diabète gestationnel et certaines non? Ça, c'est vraiment un peu les facteurs de risque classiques plus les facteurs de risque un peu additionnés qu'on retrouve dans la grossesse.
Ouais, je crois qu'on va passer sur ces facteurs de risque un petit peu plus tard dans l'interview. Mais du coup, est-ce que tu peux nous dire, quelle est la prise en charge de ces femmes? Alors, ça dépend un peu dans quel centre on va, si on va chez un médecin en privé, si on va dans une structure. Chez nous, alors classiquement, les dames, ils arrivent après leur diagnostic à 24 à 28 semaines. Mais là, il y a de plus en plus des études, et d'ailleurs, nous, on avait aussi fait, qu'on voit qu'en fait, on voit déjà plus précocement des perturbations du métabolisme glucidique, déjà dans le premier trimestre. Alors, une partie des femmes vont déjà arriver au premier trimestre. Euh, il y a peut-être aussi des raisons sécurologiques, si on veut, on peut entrer dedans, à quel moment on va où. Et, et la patiente, elle est vue en général d'abord par ou bien un médecin ou bien un infirmier ou une infirmière et qui explique la situation, qui regarde les dossiers, qui regarde les valeurs, qu'on regarde les facteurs de risque, qu'on regarde qu'est-ce qui va la suite de la prise en charge, prise en soin, comme vous voulez. Et au peu près une semaine plus tard, la dame, elle apprend aussi à faire des autocontrôles. C'est-à-dire, il y a plusieurs piliers. Il y a le pilier de l'alimentation, qu'on regarde déjà en gros dans la première consultation. Il y a les piliers d'activité physique et il y a les piliers de l'auto-observation. C'est-à-dire, quel type d'activité fait quel type d'augmentation ou non au niveau de la glycémie. Alors, la patiente, elle apprend à le faire, elle va faire de contrôle glycémique. Et à peu près une semaine plus tard, alors chez nous, c'est que des femmes, elles vont avoir une diététicienne et aussi une physio. Physio, ça dépend un peu aussi si elle a des contre-indications ou non à l'activité physique. Et comme ça, la prise en charge, elle est assez interdisciplinaire jusqu'à l'accouchement. Certaines patientes vont aussi voir une psychologue parce qu'on va en parler aussi au niveau des facteurs de risque. Parfois, il faut un traitement médicamenteux en plus. Le pilier de style de vie, ça reste quand même le pilier principal. Et après l'accouchement, nous, on revoit la patiente à peu près 6 à 8 semaines postpartum pour revoir comment est la situation métabolique de la personne. Parce que, effectivement, c'est une bonne question. Ce qui se passe après l'accouchement, c'est généralement un problème qui va se résorber après la naissance ou est-ce que ça va se maintenir dans le temps? Alors, il y a 20 ans, on aurait dit que c'est quelque chose qui se limite à la grossesse. Maintenant, on regarde ça plus au niveau d'une trajectoire de vie. C'est-à-dire, il y a un certain phénotype de personnes qui vont développer un diabète gestationnel et qui aussi ont déjà des soucis métaboliques avant la grossesse, mais qui sont peut-être moins visibles. On a vu aussi que la résistance était moins augmentée physiologiquement plus pour la grossesse, mais qui, on peut dire, carry on un peu leur phénotype après aussi. De nouveau, en général, souvent un peu moins visible jusqu'à ce qu'il y ait des soucis. Alors, ces dames sont à un risque plus élevé de plusieurs situations comme le diabète, des maladies cardiovasculaires, aussi de la dépression. C'est-à-dire il y a un peu un clustering des choses qui peuvent aller avec si on ne fait rien. Maintenant, on peut faire plein de choses. Mais donc, du coup, tu nous parles d'un certain phénotype. Avant, tu parlais aussi qu'il y avait certains facteurs de risque. Donc on se rend bien compte que certaines femmes sont plus vulnérables que d'autres, au diabète, gestationnel. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui fait que certaines femmes, l'auront pendant leur grossesse et d'autres non? Alors, il y a certains facteurs de risque qui sont assez similaires au diabète. C'est-à-dire, c'est le surpoids ou l'obésité. C'est une situation génétique, c'est-à-dire une prédisposition génétique, à savoir que le diabète type 2, plus que 80% est hérédité. Après, à discuter aussi quel type de style de vie est aussi hérédité, ça peut venir avec. Après, il y a des facteurs de risque d'ethnicité qui vont avec. Après, il y a des facteurs socio-culturels, surtout aussi au niveau là, on revient un peu à quelque chose, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un niveau socio-culturel plus bas et associé à des risques plus élevés. En partie, c'est médié par les styles de vie.
mais en partie, c'est pensé aussi d'être au niveau du stress. Les gens qui ont moins de moyens sont exposés. Après, il y a évidemment tout ce qui est autour du style de vie, au niveau de l'activité physique, de l'alimentation, de la qualité de l'alimentation, autant de la qualité des glucides comme la qualité des graisses qu'on parle, et même des protéines. Alors, certaines études dans le diabète gestationnel disent, par exemple, que des protéines animaliques de viande augmentent le risque de diabète gestationnel. C'est-à-dire, c'est un peu un combo de beaucoup de choses. La moitié des personnes, il n'y a pas des facteurs de risque clairement visibles. Ce qui s'ajoute un peu dans la grossesse, c'est d'autres choses. Par exemple, des soucis de thyroïde peuvent aussi être des facteurs de risque, des prises de poids excessives dans la grossesse. C'est-à-dire, il y a plus de choses qui peuvent s'ajouter un peu à des facteurs de risque plus classiques. Et après, alors je fais un peu un teaser pour plus tard, des situations ou des facteurs de risque plus psychologiques. Bah justement, en fait, c'était ma prochaine question parce que tu parlais du stress et en fait, toi, dans ton groupe de recherche, vous recherchez en fait le lien entre la santé mentale et voilà, ce type de problème. Est-ce que tu peux, du coup, nous expliquer, quel est ce lien? Alors le lien, il est présent, il est dans les deux côtés et il n'est pas toujours si linéaire ou clairement est vu. Par exemple, on a vu que avec la professeure Antje Horsch, qui est psychologue ici à l'UNIL, que si les dames avaient plus des événements de vie difficiles liés à la grossesse, comme par exemple le saignement précoce, ou une perception de stress plus augmentée, c'était lié à une glycémie à jeun plus élevée. C'est-à-dire il y a des facteurs. Après, on essaie de voir est-ce que c'est par le cortisol ou d'autres facteurs et quand on les a mesurés, on n'a pas pu établir ces liens. C'est-à-dire le stress, il est d'abord parce que les personnes ne savaient pas encore quelle sera leur glycémie. Alors, ils avaient plus de situations de perception de stress et des événements de stress. Et c'est lié à une glycémie à jeun plus élevée. Et quand la glycémie à jeun est plus élevée, ça augmente le risque de diabète gestationnel que est diagnostiqué par rapport à des valeurs de glycémie à jeun 1 heure et 2 heures après un test de sucre. Alors le lien, il est, on va dire, relativement direct, en partie médié par l'IMC. Et ça, c'est avant que les gens savaient qu'ils ont un diabète gestationnel. Ce qu'on sait aussi, que la dépression est beaucoup plus élevée chez les dames qui ont un diabète gestationnel et même d'avoir une dépression ou des symptômes de dépression plus élevés dans le premier trimestre augmente le risque d'avoir un diabète gestationnel plus tard et d'avoir un diabète gestationnel augmente le risque d'avoir une dépression plus tard. Alors ça va souvent dans les deux sens. Il y a même des études qui disent que autour de jusqu'à 50% des dames avec un diabète gestationnel peuvent développer ou développent une dépression. Et au niveau santé mentale, une dame qui a une dépression, par exemple, postpartale, elle a plus de problèmes d'attachement à son enfant. Et là, il y a plus de problèmes aussi de revoir le besoin des enfants, de sentir à quel moment il faut intervenir ou il faut d'être plus réactif ou non. Alors, ça a un impact sur le développement de l'enfant. OK. Donc ouais, c'est très intéressant en fait de voir du coup, quels sont les facteurs de risque, qu'est-ce qui va influencer, le diabète gestationnel. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de savoir comment, c'est possible de l'adresser. Et d'ailleurs dans ton groupe, tu fais beaucoup ça en fait, vous designez des interventions pour, justement, aider la situation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce genre d'études que tu fais? Ouais, alors on fait plusieurs choses, c'est-à-dire une des interventions était de commencer plus tôt. La prise en charge plus tôt. On a essayé de aussi revoir les caractéristiques de ces dames et après aussi voir qu'est-ce qui se passe si on fait une prise en charge plus précoce au niveau des issues obstétricales qui, en effet, ont pu amener à ça qu'il y avait plus de risques augmentés à part des bébés qui étaient grands pour leur percentile.
Par contre, la situation métabolique à risque est plus à risque chez une dame qui a déjà des perturbations au début de la grossesse. Ça persistait aussi dans le postpartum. Alors ça, c'est par exemple une des interventions. Après, on avait plusieurs choses qu'on a d'abord commencé en observant le comportement alimentaire, c'est-à-dire aussi des sensations par rapport à la faim, satiété, de réagir plus aux symptômes physiologiques par rapport aux symptômes émotionnels, ou plus aux symptômes émotionnels par rapport aux symptômes physiologiques. Ça, on a pu voir que ça a un effet sur la santé métabolique jusqu'au postpartum aussi, dans la grossesse. Et basé sur ces différentes études qu'on a fait pour observer, on a aussi regardé les chronotypes, on a regardé si on mange plus tôt versus plus tard, et en partie, on a pu trouver des liens. De nouveau, c'est pas blanc-noir, sauf s'il y a vraiment une situation très extrême, mais ça montre quand même dans le lien, par exemple, que dans la périnatalité, si on mange plus tard et aussi si l'alimentation est plus variable, c'est-à-dire les horaires plus variables, que ça a un effet défavorable par rapport à la santé métabolique. Et après, basé sur ça, on a aussi fait des études d'intervention qu'on a essayé de... Alors, il faut peut-être dire comme ça, dans notre clinique, on a déjà une prise en charge assez intense, interdisciplinaire, alors, et selon les recommandations. Et un peu, l'idée était de voir si on va au-delà de ça. Si on va au-delà de ça, d'adresser encore plus, ce qu'on le fait quand même pas mal, la santé mentale, le style de vie, d'avoir un coach, et qu'est-ce qu'on peut avoir comme avantage pour la grossesse et pour le postpartum, dont l'idée aussi qu'on en a dit que une dame, et chez les dames qui ont un diabète gestationnel, c'est vraiment plus comme ça, il retient 4 à 6 kilos en postpartum en moyenne. Et chez ces dames-là, en plus, c'est le facteur modifiable le plus important par rapport à un futur diabète. Alors, on a une seconde volonté de vouloir faire quelque chose. Et un des facteurs le plus importants pour la rétention du poids, c'est la prise de poids dans la grossesse. Et alors, c'est pour ça qu'on voulait commencer dans la grossesse et aller jusqu'au postpartum. C'est assez intense. Il faut aussi s'imaginer, c'est souvent des individus qui travaillent, qui ont déjà 1 ou 2 ou 3 ou 4 autres enfants, qui sont enceintes, c'est-à-dire c'est quand même avec tous les symptômes qu'on a avec, et on peut en revenir aussi à ça parce que on est en train d'étudier maintenant les envies intenses des dames aussi dans la grossesse, qui, elles, sont connues d'être associées avec une prise de poids excessive, par exemple. Alors, on a tout ça, et on devient de plus en plus, on est fatigué premier trimestre, on est fatigué troisième trimestre et tout ça. On doit aller chez tous les médecins, les obstétriciens, les diabètes gestationnels. En plus de ça, encore faire une étude. Alors, voilà, qui dure voilà, presque 1 an et demi. Et dans cette étude, on était aussi intéressé de voir autant ce qui se passe avec le partenaire comme avec les enfants. Le partenaire était assez nul en participant, je dirais. Il avait 20 à 25% de partenaires qui participaient, voilà, quand les dames participaient. Les enfants, ils n'avaient pas de choix, ils ont participé tous. À cet âge-là, c'est encore plus facile. Non, mais voilà, alors c'était un peu ça ce qu'on voulait voir. On a aussi fait beaucoup de focus group avant, et de voir qu'est-ce qui sont les besoins, et ce qui peut arriver souvent dans les focus group, qu'est-ce qui est dit à la fin, c'est pas toujours faisable pour la même personne, parce qu'on a beaucoup de bonnes idées, mais la réalité, elle est parfois un peu moins fairy tale, on va dire. Et par exemple, une des choses que les dames voulaient beaucoup, c'est de faire des ateliers, de voir d'autres et d'échanger et tout ça. Et c'est la chose qui a marché la pire. Parce qu'on ne trouvait pas du tout des moments, ça allait pour une, pas pour l'autre. Une voulait en vision, l'autre en présence. Alors, c'était vraiment extrêmement difficile. Et la psychologue, par exemple, qui a fait ça, elle est encore horrifiée, traumatisée par cet essai de faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on a observé aussi? Peut-être ce qui est aussi important de dire, c'est qu'il y a beaucoup plus
dans cette période beaucoup plus des variabilités de la santé mentale que de la santé métabolique comme trajectoire observationnelle. C'est-à-dire aussi qu'on peut probablement influencer plus facilement la santé mentale que la santé métabolique, qu'on a un peu le bagage qui va avec, et qui est probablement aussi un bagage physiologique, que pas tout est modulable de la même façon. Je ne dis pas que la santé mentale n'a pas son bagage, mais c'était plus, c'était, la variabilité était plus grande. On a pu changer la prise de poids dans la grossesse après nos visites. On a pu aussi changer certaines choses au niveau de pourcentage des dames qui n'avaient pas de rétention de poids. Mais en tout, on n'a pas pu améliorer, on n'a pas eu des grandes données en faveur d'améliorer la santé mentale, par exemple, et pas non plus, on va dire, en moyenne, le poids à 1 an postpartum. Alors, moi, c'est vrai que lorsqu'on entend un peu toutes ces discussions et aussi, de part, de copines à moi qui ont été enceintes, le diabète gestationnel, c'est vraiment un peu la fin du monde, souvent pour la tête de certaines femmes que j'ai vues. Tout est la fin du monde. Oui, peut-être, mais peut-être, est-ce que tu aurais quelque chose, peut-être pour rassurer, en fait, ces personnes qui ont un diagnostic, de diabète gestationnel et qui se disent qu'elles vont jamais y arriver ou autre? Ouais. Alors, d'abord, je pense qu'on peut le voir. Alors, je ne vais pas avoir la psychologie positive toxique et tout ça, de dire voilà, c'est génial, on l'a, mais on peut quand même le voir comme une chance. Parce qu'on est dans un certain pourcentage, ce n'est pas une grande surprise. C'est toujours une surprise, mais chez beaucoup de situations, on peut trouver un peu les raisons et que la personne savait qu'elle est un peu plus à risque. Et certaines personnes arrivent vraiment à le voir comme une chance, de dire, voilà, j'ai ça, j'ai une chance, j'ai une équipe qui m'aide et qui très concrètement regarde chez moi, on va dire, personnaliser ce que je fais, ce que je mange, comment je vis et tout ça, comment je peux adapter pour améliorer ma santé. Alors, il y a beaucoup de gens qui le voient comme ça et même sont très intéressés à aller plus loin même que ça. Une autre chose, c'est aussi que si on arrive à mettre en place des changements d'alimentation, et je ne parle pas de régime, je parle vraiment des habitudes un peu à long terme, c'est pas que pendant les 6 semaines, je fais comme ça, une fois que j'accouche, c'est fini ou quelque chose. D'abord, quand même, le bien-être, souvent, ça augmente une certaine auto-efficacité et au niveau de toutes les complications périnatales, ça les réduit presque comme une personne qui n'a pas de diabète gestationnel. Après, comme il y a certains facteurs de risque qui persistent, on ne peut peut-être pas complètement tout éliminer, mais ça réduit quand même que c'est actuellement pas un souci clinique problématique si on arrive à mettre en place certains changements. Super. Alors du coup, on termine toujours nos interviews par, ton hot topic, donc un sujet qui, toi, t'intéresse, que ce soit dans ton domaine ou pas et qui a piqué ton intérêt. Est-ce qu'en ce moment, il y a un sujet qui te passionne? Il y a 120 sujets qui me passionnent, mais je vais déjà me limiter à 3 et là, vous me demandez déjà beaucoup. Et je vais un peu faire le lien aussi parce qu'on est beaucoup intéressé aussi de comprendre mieux ce qui se passe, surtout dans cette situation, parce que c'est une situation extraordinaire, hein, la périnatalité, parce qu'il y a tellement de modulation, de changements. C'est comme un peu un second start hein, pour la maman aussi, et ça change beaucoup. Et alors, c'est qu'on essaie de voir comment on peut améliorer notre prise en charge. Et une chose qu'on est intéressé maintenant qu'on fait un pilote, c'est les épices. Les épices dans la nourriture, dans certaines, comme le gingembre. Ouais. Qu'est-ce qui est leur impact, psyllium, leur impact autant sur la santé métabolique, glycémique, mais aussi sur la prise de poids. Parce qu'on en a parlé de la prise de poids. Je vais y revenir aussi parce que l'autre sujet, moi, ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qui se passe en fait dans la tête qui est automatique, qu'on n'est pas conscient. Et là, il y en a énormément de choses qui se passent, aussi au niveau de la nourriture. Parce que la grossesse est une période
que les envies intenses, ils changent beaucoup. Il y a le craving qui est très, très typique, qui augmente beaucoup. Et il y a une raison de ça. C'est-à-dire, il y a des millions d'années, les femmes enceintes, ils devraient manger plus pour que l'espèce, elle puisse survivre. C'est-à-dire, c'est nécessaire d'avoir ça. Aujourd'hui, ça nous pénalise, comme beaucoup de choses qui étaient bien pour notre survie il y a longtemps, ça nous peut nous pénaliser. Et ces envies maintenant intenses aussi augmentent les risques de prise de poids excessive. Et on est en train d'étudier un peu qu'est-ce qui se passe dans ces cerveaux au niveau des mesures d'EEG quand les dames, des différentes personnes enceintes voient des images de la nourriture, ou aussi avec des jeux, comment ils réagissent au niveau moteur, qui est aussi un peu, on va dire, des choses automatiques. Pourquoi ça nous intéresse pour la prise de poids? On dit les recommandations de prise de poids sont pas les mêmes pour tout le monde. Ça dépend beaucoup de l'IMC de départ, ça il faut aussi. Et on sait aussi que selon les études, et surtout dans des études cliniques, la moitié des dames ont une prise de poids excessive dans la grossesse. C'est-à-dire, c'est quand même un sujet assez important, même pour une grossesse tout venue. Alors voilà, c'est pour ça un peu, on s'intéresse à ces deux hot topics. Et le troisième hot topic, c'est plus un hot topic, on va dire techno, c'est de voir comment on peut intégrer les apps dans la prise en charge, dans la vraie vie des gens, un peu donner du real-time feedback et tout ça. Alors, on travaille aussi sur ça et on essaie de faire des projets pilotes maintenant. C'était une belle perspective en tout cas. Ouais. Jardina, merci beaucoup, beaucoup d'être venue pour faire cette interview. C'était un grand plaisir. Et puis pour vous, on se... Moi. Merci. Et pour vous, on se retrouve dans 2 mois pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté La tête dans les données. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker ou commenter cette vidéo. Et nous, on se retrouve dans 2 mois pour un prochain épisode. À bientôt!